Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer, pour être certaine que tout le monde m'entend bien, puis pour éviter toute interférence pendant la durée du webinaire, il est important de couper votre son, évidemment d'allumer vos haut-parleurs en prenant soin de sélectionner le bon comme c'est mentionné à l'écran. Donc, nous allons commencer. Bienvenue à notre troisième et dernière séance de la série S'outiller à bâtir ensemble la ville active. Merci d'être là pour le webinaire politique publique et projets d'aménagement mettant l'équité en santé au premier plan. Notre mission aujourd'hui est de faire valoir 3 politiques publiques canadiennes mettant la santé au premier plan et 3 études de cas pour chacune d'elles. Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Marie-Joëlle Chrétien. Je suis actuellement agente de participation citoyenne au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et ici, je fais partie de l'équipe du réseau Quartier Vert. Le réseau Quartier Vert, c'est quoi? Eh bien, sa mission est de bâtir des villes vertes actives et en santé. Puis, RQV émane d'un partenariat national entre 3 organismes canadiens, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, auquel j'appartiens, le Toronto Centre for Active Transportation et Sustainable Calgary. Depuis 10 ans, ces 3 organismes développent et partagent des approches qui permettent de concevoir collectivement des quartiers vivants. RQV agit pour bâtir des milieux de vie qui favorisent les transports actifs puis qui offrent un aménagement urbain sécuritaire et accueillant pour tous. Notre approche, donc, se trouve au croisement des thèmes de la santé, de l'équité et de l'environnement bâti, puis c'est celle qu'on appelle l'urbanisme participatif. Je vais juste regarder sur le fil de discussion si tout est beau et que tout le monde m'entend bien. Je pense que ça va bien pour l'instant. Merci de bien vouloir fermer votre écran puis votre son, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui est de, premièrement, faire un bref retour sur les notions vues dans les derniers webinaires. Ensuite, j'aborderai ce qu'est une politique favorable à la santé, puis comment l'élaborer. Et pour finir, nous verrons 3 politiques publiques et 3 études de cas avant de passer à la période de questions. Pour la période de questions, là, sachez que les réponses aux questions seront abordées à l'oral en fin de séance et que plus ou moins 15 minutes, 10 à 15 minutes seront allouées à cette partie-là. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de couvrir toutes les questions, là, mais sachez que tout sera répondu par écrit par la suite. Tout sera archivé sur notre site web urbanismeparticipatif.ca. Puis à noter également que le webinaire est enregistré. Alors, tant l'enregistrement, la présentation visuelle que les sources présentées tout au long du webinaire se retrouveront sur notre site web aussi. Commençons d'abord par revenir sur les notions clés des 2 derniers webinaires. Donc, on se rappelle que l'élément déclencheur de cette série-là est le rapport de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada qui s'intitule « Concevoir un mode de vie sain ». Dans ce rapport, la proposition formulée est qu'il existe un lien entre environnement bâti et santé, puis que ce lien-là est fort simple. En fait, les collectivités, si planifiées, conçues et construites à partir des actifs en santé, peuvent faire en sorte que les choix sains soient les plus faciles à faire pour les citoyens. Ce qu'on entend par actifs en santé, ce sont tous les éléments d'un quartier ou d'une ville qui gardent la population en santé. Donc, ce peut être plusieurs éléments, comme on peut voir à l'écran, une piste cyclable, un accès à une alimentation saine, un parc, etc. Bref, les actifs en santé qui composent une collectivité sont nombreux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont tous des moyens servant à maintenir la santé et le bien-être des populations. Ainsi, voici à quoi une communauté en santé devrait ressembler pour permettre aux résidents de favoriser des choix sains dans leurs activités quotidiennes et ce vers quoi les politiques publiques devraient tendre. Par exemple, une collectivité devrait pouvoir offrir des infrastructures et des services de transport en commun et actifs, accessibles, efficaces et sécuritaires. Une collectivité devrait non seulement favoriser l'activité physique, mais aussi la rendre atteignable. Il devient plus facile pour les résidents d'opter pour des choix sains quand l'efficacité
l'accessibilité puis la sécurité de la ressource sont pris en compte. Il y a également l'implantation de rues conviviales qui fait également partie de l'équation. Donc, elles facilitent les choix sains parce qu'elles sont conçues pour être sans danger pour tous les modes de transport, pour les usagers de tous les âges et de toutes conditions physiques. Des espaces verts et de la végétation font aussi partie de l'ensemble des actifs, entre autres parce qu'ils purifient l'air puis qu'ils procurent de l'ombre, mais aussi parce qu'ils sont un bel incitatif à l'activité physique qui favorise un meilleur bien-être mental et donc qu'ils ont un rôle assez important à jouer dans la prévention des maladies. Comme dernier exemple, une mixité des usages guide les choix sains parce qu'elle rassemble dans un même quartier des lieux de travail, des écoles, des commerces et des services essentiels. Donc, il devient plus évident d'opter pour des déplacements actifs comme la marche ou le vélo dans un contexte comme celui-là. En bref, on a montré dans les derniers webinaires que la façon dont une communauté est construite a une influence sur la santé des gens en concevant des systèmes de transport, des rues, des espaces publics, des bâtiments, bref, un environnement bâti qui tient compte du facteur santé. On peut construire des villes qui favorisent un meilleur bien-être physique et mental pour tout le monde. C'est pour ça que RQV existe, que l'urbanisme participatif existe. C'est notre façon de détecter les enjeux orphelins, les enjeux que les professionnels n'auraient pas nécessairement détectés sans l'aide des citoyens et de créer dans le fond des milieux qui répondent mieux aux besoins des communautés qui les occupent. Avant de se lancer dans l'exposition de politiques publiques inspirantes, nous avons cru bon de faire un survol sur ce qu'est une politique favorable à la santé. Mais d'abord, il est peut-être pertinent de définir ce qu'est une politique de façon plus globale. L'adoption d'une politique marque la volonté de voir à long terme et de pérenniser des intentions louables selon les tendances observées, selon les problèmes observés. Une politique, ça définit les grandes orientations à prendre en compte. Ça vient offrir un cadre d'action concrète aux décideurs tant actuels que futurs. Ça transcende en quelque sorte les changements de gouvernement et ça oriente les investissements futurs. Donc, les impacts d'une politique ne sont pas à sous-estimer. En ce qui a trait à une politique favorable à la santé, elle met évidemment clairement l'accent sur la santé dans tous les aspects de sa politique, mais également sur l'équité. Des politiques comme celle-là visent à créer des milieux sociaux et environnementaux dans lesquels des habitudes de vie plus saines sont possibles et plus facilement praticables, c'est-à-dire des milieux de vie sains et durables. Puis, ce qu'on entend par milieu de vie durable, ce sont des milieux de vie qui répondent aux 3 dimensions du développement durable, c'est-à-dire des milieux qui assurent l'équité sociale, qui maintiennent l'intégrité de l'environnement, puis qui visent l'efficience économique. C'est justement ce qui est intéressant dans le fait de mettre la santé des populations au cœur des décisions. On pose, en faisant ça, une action transversale. Autrement dit, cette action-là devient du même coup une action pour l'environnement, pour l'économie et ultimement pour la société. Donc, c'est justement ce que le réseau Quartier Vert prône en se concentrant sur les villes à échelle humaine, le transport actif, l'accès aux espaces verts, puis l'atteinte de l'équité sociale. Son focus de départ à RQV, en l'occurrence l'équité en santé, l'amène à contribuer au potentiel des villes canadiennes à répondre aux objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies pour l'agenda 2030, qu'on peut voir à l'écran, il y en a 17. Notre processus d'urbanisme participatif et les projets qui y sont liés touchent évidemment à certains objectifs, dont l'objectif numéro 3, qui est celui de permettre de vivre en bonne santé puis de promouvoir le bien-être de tous à tout âge, et ce, en touchant à des cibles bien précises. Par exemple, RQV réussit à promouvoir la santé mentale et le bien-être, à réduire le nombre de décès et de blessures sur la route et à réduire les décès et maladies dues à la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Les actions et projets de RQV contribuent également à l'atteinte de l'objectif numéro 11, qui est celui de faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Les cibles auxquelles
on participe sont par exemple d'assurer l'accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, puis en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation vulnérable, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. Il y a aussi le fait d'assurer l'accès de tous à des espaces verts et des espaces publics, autre cible à laquelle on contribue. Et l'atteinte de ces objectifs et l'élaboration de politiques pour développer des quartiers en santé sont d'autant plus pertinents ici au pays, dans un contexte premièrement de crise de santé publique où les jeunes Canadiennes et Canadiens sont de plus en plus sédentaires, obtenant même la note de D+, pour l'ensemble de leur activité physique. Deuxièmement, c'est aussi pertinent de développer des politiques favorables à la santé dans un contexte de vieillissement de la population où les aînés sont plus nombreux que les jeunes, un contexte dans lequel Participation nous apprenait ce matin que les personnes de 65 ans et plus sont celles qui passent le plus de temps à être inactives et que la solution réside, entre autres, comme c'est encerclé en rouge, la solution réside entre autres dans le transport actif. Donc, solution qui n'est pas non plus à sous-estimer pour cet ensemble de la population. Dans un contexte également d'iniquité où, par exemple, des études montrent qu'on aperçoit plus de collisions avec des piétons dans les quartiers à faible revenu, comme on peut voir ici. Puis, dans un contexte également de changement climatique où il y a un consensus scientifique sur la nécessité d'élaborer rapidement et collectivement des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et ses effets dévastateurs. Vu toutes ces réalités devant lesquelles il faut passer à l'action, des politiques favorables à la santé présentent effectivement de nombreuses solutions pour les générations actuelles et futures. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment qu'on élabore ça, une politique favorable à la santé. D'abord, l'élaboration se fait en 8 étapes. Je vais tenter de les survoler de manière succincte, puis voilà, je me lance. Donc, les 8 étapes s'adressent à de nombreux intervenants et niveaux d'intervenants. Donc, elles peuvent autant servir au grand public, à des associations, à des organismes, aux professionnels de la santé ou de l'aménagement, qu'aux décideurs eux-mêmes. Donc, en fin de compte, à toute personne voulant influencer en faveur de nouvelles politiques favorables à la santé. Dans la première étape, on veut pouvoir identifier le problème. Donc, on y parviendra en comprenant le problème, donc en étant capable de décrire les enjeux liés à la santé et à l'environnement bâti. Par exemple, notre problème de départ pourrait être l'accès difficile aux établissements de santé pour les piétons, par exemple. Et là, je prends cet exemple-là parce que il y a une nouvelle mesure qui a été décidée par le gouvernement très récemment qui vient solidifier la dépendance à l'automobile au détriment des déplacements actifs. Là, je parle des tarifs réduits pour l'accès au stationnement dans les établissements de santé. Donc, ça pose effectivement un enjeu d'équité en favorisant les automobilistes au détriment peut-être des cyclistes ou des piétons. Donc, ça pourrait être ça notre problème de départ. Dans la deuxième étape, on évalue l'état de la préparation, tant la nôtre, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'organisme, etc., que celle de la communauté. Donc, on va chercher à savoir quelles ressources sont disponibles pour nous, puis à quel degré de préparation a atteint la communauté devant l'enjeu cerné. Troisièmement, on doit définir des objectifs clairs pour la nouvelle politique, dresser une liste d'options stratégiques parmi lesquelles les décideurs pourront choisir et commencer à penser à des indicateurs de succès mesurables pour éventuellement évaluer si notre politique a les effets escomptés. Au cours de la quatrième étape, on doit trouver quelles personnes d'influence sont à cibler. Donc, quels décideurs seront la cible de notre mouvement et déterminer quels acteurs seront nos principaux alliés. Les questions à se poser à ce stade-là peuvent être qui traite de la question ou qui partage mes points de vue. Donc, on en est là. On en arrive à la cinquième étape qui consiste à susciter un appui en rejoignant les personnes d'influence à l'aide d'un message efficace et bien formulé, c'est-à-dire un plan de com qui se démarque des autres.
Pendant la rédaction de la politique, les aspects logistiques et juridiques prennent forme. On doit ici prendre soin de réviser la formulation de la politique pour qu'elle soit claire, concise et conforme aux objectifs. La 7e étape sert à garantir que les conditions préalables sont en place et que la politique est bel et bien mise en œuvre. Finalement, la dernière étape permet de faire correctement un suivi et une évaluation de la politique pour assurer son efficacité et déceler toutes conséquences imprévues. Donc, c'est ici qu'on peut évaluer les objectifs et les indicateurs de succès qu'on a énoncés à la 3e étape pour voir si ces ont du sens, finalement. Donc, ça fait le tour des 8 étapes de façon très brève. Sachez que même si c'est comme ça que je viens de le présenter, l'élaboration d'une politique n'est pas nécessairement un processus qui est linéaire, qui se fait étape par étape et sans détour. Des ajustements, par exemple, pourraient être nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de la communauté. Si vous voulez creuser davantage le processus d'élaboration d'une politique, vous pouvez consulter l'outil qu'on a développé qui se trouve sur notre site internet urbanismeparticipatif.ca. Je mettrai le lien dans la bibliographie là, qui se retrouvera sur la page du webinaire. Donc, tout sera en ligne, ne vous inquiétez pas. Maintenant, j'en viens à vous présenter certaines provinces ou villes qui ont mis en application ces dernières étapes-là que je viens de montrer. Je ne repasserai pas par ces 8 étapes-là pour chaque étude de cas, mais quand même, il y a certaines villes qui ont réussi à élaborer des politiques inspirantes en faveur de la santé, puis c'est ça qu'on va vous présenter. Je vais encore une fois m'assurer que tout est beau de votre côté. Parfait. Pour chaque politique présentée, je montrerai comment, au-delà de focaliser sur la santé, elle répond à chacune des 3 dimensions du développement durable en faisant ressortir une pour chaque politique. Peut-être que c'est pas clair, mais vous allez voir, ça va être très clair dans les prochaines diapos. Donc, par exemple, pour la première politique, on se concentrera sur la dimension économique du développement durable avant de survoler comment elle répond aux 2 autres dimensions. Donc, la politique dont il est question est One Calgary. C'est la ville de Calgary qui l'a mise en place, évidemment, en 2018, sur un horizon de 4 ans. Un de ses objectifs est de travailler à permettre une croissance qui est stratégique dans les quartiers susceptibles d'attirer de nouveaux résidents dans les prochaines années. Ce sont au total 100 millions de dollars qui ont été alloués à divers projets ou qui sont alloués à divers projets, mais c'est l'investissement de 5,5 millions qui nous intéresse plus particulièrement parce que c'est celui-là qui contribue au développement de la mobilité active dans certains secteurs voués à se développer. Plus précisément, ce 5,5 millions de dollars, avec ces 5,5 millions de dollars, on veut développer la mobilité active en implantant une rue conviviale sur laquelle notre étude de cas portera. Si on revient à notre dimension économique, là, ce qui est intéressant avec le fait de mettre en place une politique en faveur de la mobilité active, c'est qu'elle peut contribuer aux retombées économiques déjà existantes reliées au cyclotourisme ou à toute activité liée au vélo. Donc, par exemple, en Alberta, selon un rapport sur l'impact économique des loisirs non motorisés, la contribution de cette industrie au PIB de la province est de 315 millions de dollars, puis elle génère des revenus évalués à 195 millions. Donc, les retombées d'une telle politique ne sont pas à sous-estimer dans le portrait économique actuel. Puis, une politique comme celle-là peut avoir des retombées économiques sur des secteurs voués à se développer, comme c'est le cas pour Manchester à Calgary. Très petit secteur de Calgary, qui sera justement le secteur de notre étude de cas. Puis c'est ça, il est voué à se développer parce qu'on projette une augmentation de la population de 150% d'ici 2030. Actuellement, donc, la majorité des gens qui fréquentent le secteur sont surtout des travailleurs, des clients, des divers commerces là, qui se trouvent, puis c'est quelques 750 résidents. Le projet d'aménagement dont il est question découle de la politique One Calgary et c'est le cas de la 42e avenue située dans Manchester, qu'on peut voir en une espèce de turquoise sur la carte. C'est une artère qui connecte Manchester à plusieurs autres parties importantes de la ville, dont le parc Stanley qu'on peut voir à gauche en noir. Il y a aussi 2 stations de train
situé à la gauche de la carte, le Earlton Station, puis la 39e Station, et plusieurs autres commerces riverains qu'on peut voir. Mais puisque ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension économique du projet, on va voir à quel point il peut avoir un impact sur les commerces riverains, puis, plus précisément, des microbrasseries. Parce qu'en effet, la 42e avenue est située au cœur d'un secteur appelé Barley Belt, donc ceinture d'orge. C'est un secteur, en fin de compte, où l'industrie de la bière est en plein essor et où 10 microbrasseries se sont installées sur un parcours cyclable de 7 km depuis 2011. Grâce à ces nouveaux investissements, la Barley Belt prévoit une très belle croissance économique dans les prochaines années parce que ce qui fait une partie de sa renommée, c'est justement son caractère cyclable. En effet, là, la Barley Belt, son but, c'est de connecter les microbrasseries entre elles via un réseau cyclable et depuis sa création, on travaille fort pour, par exemple, mettre à la disposition des usagers ou des clients, disons, des supports à vélo. On rend également disponible la location de vélos. On organise régulièrement des événements spéciaux autour du cyclisme, des tournées, des brunchs thématiques, etc. Il y a également une carte qui a même été créée pour aider les usagers à se repérer, mais aussi pour les prévenir des intersections dangereuses qu'on peut voir en rouge sur la carte. Là, c'est écrit en anglais, mais on peut voir ici, par exemple, le long de la 42e, justement, le haut volume de trafic sur la 42e les jours de semaine, donc planifier vos déplacements en conséquence, ou faire preuve d'extrême précaution, intersection mal conçue. Donc, on peut voir avec cette carte-là que le réseau a effectivement besoin d'amélioration, puis que ce sera nécessaire d'en apporter. Puis on peut voir avec le diagnostic établi par les usagers de la 42e qu'une amélioration est nécessaire. Le diagnostic a donc été que l'accessibilité et la sécurité étaient réduites pour les piétons et les cyclistes, que les trottoirs étaient endommagés, puis que l'avenue ne permettait pas une bonne connectivité aux destinations clés de la ville. Donc, pour remédier à la situation, il y a différentes propositions qui ont été lancées aux usagers. En août dernier, ils se sont prononcés sur celles qu'ils souhaitaient voir apparaître. Donc, les prochaines étapes du projet consisteront en le peaufinage et la finalisation de l'option de design choisie, puis en sa présentation cet automne. Dans le fond, pas mal en ce moment. On sait pas nécessairement la proposition qui a été retenue ou qui sera retenue, mais on a une belle idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Puis, dans le fond, l'implantation de ce type d'infrastructure aura certainement une incidence sur la venue d'autres commerces riverains, donc pas juste sur les microbrasseries déjà implantées. La signalisation, ça aura aussi un impact sur la signalisation entourant la Barley Belt, l'installation de supports à vélo et autres types d'équipements certainement. Les investissements découlant de la politique feront en sorte que la Barley Belt sera beaucoup plus accessible et connectée, et donc plus attrayante, ce qui jouera forcément sur l'achalandage du secteur, la visibilité de son industrie de la bière et fort probablement sur son économie. Pour de plus amples informations sur les incidences de cette politique-là sur la Barley Belt et sur la communauté de Manchester, je vous invite à lire l'article suivant sur le sustainablecalgary.org. Je mettrai également le lien dans la bibliographie si jamais vous êtes intéressé. D'entrée de jeu, je disais qu'une politique favorable à la santé répondait forcément aux 3 dimensions du développement durable. Donc, voici comment cette stratégie répond aux 2 autres, celle sociale et celle environnementale. D'abord, au-delà du fait qu'elle encourage l'activité physique, cette stratégie bénéficiera à la population qui ne cesse de croire dans Manchester, dans le secteur qu'on vient de voir. Les investissements pour améliorer le réseau piétonnier et cyclable auront donc un impact sur les résidents actuels et futurs qui verront leur accessibilité au réseau améliorée. Les résidents et les usagers du secteur espèrent également que les nouvelles infrastructures améliorent leur sécurité et offrent plus d'options de déplacement et de connexion au reste de la ville. Enfin, du point de vue de l'environnement, il est certain que les rues conviviales contribuent grandement à la réduction de la part modale de l'automobile, ce qui, ultimement, contribue à la réduction des émissions de GES. Poursuivons maintenant avec la deuxième dimension à mettre en lumière, qui est celle de l'environnement. Donc, nous la traiterons avec la politique inspirante suivante, la politique de mobilité durable 2030 du Québec. Cette politique a été mise en place par le gouvernement du Québec en 2018 sur un horizon de 5 ans.
Donc, un de ces objectifs est de réduire la consommation de pétrole et les émissions de GES sur l'ensemble de la province. Divers budgets, là, selon les différentes orientations de la politique, sont prévus, mais disons que celui qui nous intéresse le plus est celui de 60,2 millions, parce que c'est lui qui contribue au développement du transport actif. Et compte tenu qu'au Québec, pour une distance de moins de 5 km, plus de 800 000 Québécois et Québécoises utilisent l'auto pour se rendre au travail alors qu'ils pourraient utiliser le transport actif, et qu'au Canada, ce sont 2/3 des émissions de gaz à effet de serre des ménages qui proviennent des transports. Là, la réalisation collective de cibles concrètes doit être favorisée. On peut voir que la politique de mobilité durable met la sphère environnementale et la lutte au changement climatique au cœur de ces orientations quand on regarde certaines cibles. Il y en a en effet 3 qui confirment cette volonté d'agir. Il y a la première qui est la diminution de 20% de la part des déplacements effectués en auto solo à l'échelle nationale, la réduction de 40% de la consommation de pétrole dans le secteur des transports sous le niveau de 2013, puis la réduction de 37,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport sous le niveau de 90. Bien évidemment, là, on souhaite parvenir à ces cibles, notamment en poursuivant les efforts d'électrification des transports, mais aussi en tendant vers le concept de rue conviviale et à échelle humaine. Comme étude de cas, il est justement question de la mise en valeur de l'échelle humaine, si on veut. Il s'agit de la traverse du Coteau à Saguenay. Ce projet d'aménagement a été inauguré en 2017, donc ne découle pas directement de la politique de mobilité durable. Par contre, en marge de la rédaction de la politique, si on veut, la société civile a été consultée et des projets comme celui-là ont été cités et ont inspiré la politique de mobilité durable. Donc, on vous la présente aujourd'hui. En gros, la traverse du Coteau est un parcours de déplacement actif situé au centre-ville de Saguenay, donc municipalité de 146 000 résidents. C'est une ancienne voie ferrée du Canadien national qui traversait tout le centre-ville et qui permet aujourd'hui d'accéder à de nombreux lieux de destination de la ville. Avant l'intervention de RQV, du réseau Quartier Vert, le parcours était partiellement transformé en voie piétonnière et ininterrompu par de nombreuses intersections dangereuses, dangereuses ou peu conviviales, disons, pour les piétons. Il manquait aussi d'éclairage et de déneigement, ce qui limitait son utilisation le soir et en hiver. Il y a un exercice de vision qui a permis aux citoyens de s'exprimer sur leurs souhaits pour ce parc linéaire. Donc, ce projet participatif a permis de planifier l'aménagement puis de valoriser ce parcours piéton en y ajoutant du mobilier urbain comme des bancs faits par un artiste local, des poubelles, des supports à vélo. Aussi, il y a plusieurs actions qui ont été réalisées pour sécuriser les déplacements des piétons aux intersections qui croisent le sentier, notamment en peignant des traverses piétonnes, là, des passages piétonniers, puis en installant des briadés statiques. Pendant l'hiver, la Ville a confié le mandat de taper la neige et du sentier afin de faciliter son utilisation pour les piétons. Et de l'éclairage a également été installé à certains endroits pour assurer des déplacements sécuritaires le soir. L'absence de données quantitatives ne permet pas nécessairement de calculer la contribution de la traverse à la réduction des GES ou à la protection de l'environnement, mais une chose est sûre, la fréquentation a augmenté, puis par les effets facilitateurs du sentier et au raccourci qu'il crée pour les résidents. Je reviens ici à l'exercice d'analyse de la politique pour montrer comment la politique de mobilité durable 2030 du Québec sert aussi l'économie et le social. Au-delà, donc, de favoriser la santé, cette politique sert la dimension économique parce qu'en encourageant l'implantation de rues conviviales dans les municipalités, elle favorise la réduction des coûts liés à la congestion et contribue davantage à l'économie urbaine. Notamment quand on sait que entre 1,8 et 2,5 milliards de dollars sont dépensés en coûts de congestion chaque année et que selon les études, les cyclistes sont plus enclins à contribuer à l'économie que les automobilistes. Et du point de vue social, toujours selon cette volonté d'implanter des rues conviviales, la politique de mobilité durable tient à offrir davantage d'options pour se déplacer à un plus grand nombre de gens et propose des gestes concrets pour favoriser l'inclusion sociale, notamment en ce qui a trait au déplacement des personnes à mobilité réduite. Et enfin, elle poursuit l'objectif de réduire de 25% le nombre d'accidents mortels et avec blessés graves
en mettant en place des infrastructures plus sécuritaires et adaptées aux besoins des usagers vulnérables. Concluons en traitant de la sphère sociale, et ce, en présentant la troisième politique, le programme Bike BC. Si vous me permettez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ce programme-là, Bike BC, a été implanté en Colombie-Britannique et agit pour construire et améliorer les infrastructures de transport actif à travers la province. 40,1 millions de dollars ont été destinés aux projets favorisant le transport actif et proposant une solution de rechange à l'auto-solo, mais encore une fois, c'est plutôt l'investissement de 777 000 dollars qui nous intéresse ici. Et nous verrons pourquoi pendant l'étude de cas. Et la raison pour laquelle on choisit de vous présenter ce programme-là comme un qui répond à la dimension sociale, c'est qu'il vise l'équité en favorisant des projets qui offrent une meilleure sécurité et accessibilité pour les usagers vulnérables. Il va en effet prioriser des projets qui mettent un réel accent sur la sécurité. Donc, on serait plus du genre à prioriser des projets comme des pistes cyclables protégées par des barrières physiques ou des voies multi-usages complètement séparées du reste de la circulation pour permettre un niveau de protection adapté aux besoins des usagers du transport actif et tendre vers la vision zéro. Il s'inscrit aussi comme un projet d'inclusion sociale puisque de ce programme-là est née l'idée de mettre en place des projets d'aménagement dans les communautés autochtones. Puis, finalement, le programme, en fournissant un système de transport multimodal alternatif, permet au moins de favoriser d'opter pour autre chose que l'auto, qui peut coûter, comme on le voit à l'écran, entre de 8 600 $ à 13 000 $ par année, ce qui représente 20 % du revenu après impôt d'un ménage de classe moyenne. Les données sont manquantes quant aux collisions dans les communautés autochtones en Colombie-Britannique, mais sachant que dans la province, en moyenne par année, 1600 cyclistes et 2500 piétons subissent des blessures dues à une collision impliquant un véhicule, des mesures de sécurité pour les usagers vulnérables sont à favoriser, et c'est ce à quoi on tente de s'attaquer avec le programme Bike BC. Ce qui est intéressant aussi avec ces programmes-là, c'est qu'il a connu tellement de succès par sa première édition, qu'on a voulu assurer sa pérennité en l'intégrant dans la nouvelle politique de transport actif de la Colombie-Britannique. Avec sa nouvelle stratégie, le gouvernement veut en effet miser sur le succès du programme pour que les communautés puissent continuer de construire les réseaux de transport actifs qui sont accessibles et qui assurent la sécurité des usagers vulnérables. Puis, dans le fond, c'est exactement ce dont il a été question pour l'étude de cas. Le cas de l'Okanagan Rail Trail à Kelowna, en Colombie-Britannique, qui découle effectivement du programme Bike BC. Pour vous mettre un peu en contexte, Kelowna, c'est une municipalité de 132 000 résidents où 86% des déplacements se font en auto-solo. Sachant qu'entre 120 et 150 accidents impliquant des cyclistes et des piétons se produisent annuellement à Kelowna, il est intéressant de se pencher sur les mesures ayant été prises pour les diminuer. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est 777 000 qui ont été accordés pour transformer une ancienne voie ferrée du CN en piste cyclable. Donc, on reste toujours dans la thématique de la voie ferrée. Le projet d'aménagement est toujours en cours à ce jour. Il y a un budget qui a été alloué pour compléter les 2 sections en construction sur la carte. On peut les voir en rouge. Puis, pour connecter les 2 communautés de Coldstream complètement au nord et de Kelowna complètement au sud. Donc, il y a de la nouvelle signalisation, il y a des sites d'interprétation, puis des améliorations générales qui vont être apportées au sentier là, dans un avenir rapproché. Puis, lorsque il sera complètement terminé, le sentier fera 48,5 km de long, puis rejoindra 212 000 résidents le long de son parcours. On est donc parti de ça, de 24 km de voies ferrées le long des lacs entre les 2 communautés, qui empêchait par contre de les connecter autrement que par voie autoroutière. Donc, la seule option pour voyager d'une ville à l'autre, c'était l'auto. Et dans les sections urbaines, on est passé, c'est tellement en infrastructure qui rendait les déplacements actifs difficiles et dangereux. Par exemple, près de l'université de Kelowna,
Sur la photo, ce qu'on voit, c'est près de l'université de Kelowna. Donc, il n'y avait aucun accès sécuritaire qui permettait de franchir ce genre d'autoroute-là pour atteindre le campus. Donc, la plupart du temps, les gens empruntaient illégalement des chemins privés pour s'y rendre ou devaient tout simplement opter pour l'auto pour se rendre à l'université. Donc, des mesures ont été prises. Concernant l'accès à l'université, par exemple, il y a une voie multi-usage séparée de la route qui a été construite. On peut la voir en haut à gauche. Ce qui permet non seulement une meilleure connectivité et sécurité pour les usagers, mais aussi une option supplémentaire de se déplacer. La voie multi-usage connecte même l'université à des destinations clés dans la ville, comme l'aéroport, puis le centre-ville de Kelowna, puis aussi le Coldstream au nord. Puis la nouvelle voie aussi passe sous l'autoroute qu'on a vue sur la diapo précédente. Donc, vous pouvez le voir avec la photo en bas à gauche, qui passe sous l'autoroute. Donc, ce qui assure beaucoup plus de confort et de confort aux cyclistes, aux piétons, mais aussi une autre façon de se déplacer que juste en auto. Le long des lacs, finalement, on a retiré la voie ferrée pour offrir une voie multi-usage de 24 km de long, super sécuritaire, séparée de la route, sur terrain plat. Donc, ce qui fait en sorte que les usagers de tous les niveaux et de tous les âges peuvent facilement l'emprunter, notamment les personnes âgées et les enfants. Comme les autres politiques qu'on a vues, le programme Bike BC répond aux deux autres dimensions du développement durable. Au-delà du fait qu'il favorise la santé, notamment en rendant l'activité physique plus attrayante et en proposant une proximité à la nature et aux espaces verts, le programme Bike BC contribue à la croissance économique et au tourisme des régions visées. Par exemple, dans le cas de l'Okanagan Rail Trail, le projet d'aménagement va certainement contribuer à définir cette destination touristique qui l'est déjà un peu d'emblée. On prévoit en fait qu'autour de 108 000 visiteurs supplémentaires seront attirés chaque année, ce qui entraînera du même coup de nouveaux emplois. Puis aussi, sans en faire directement mention, la politique contribue à la réduction des coûts liés à la sédentarité et au manque d'activité physique dans la province. Ce ne sont pas nécessairement des coûts à sous-estimer quand on sait que, par exemple, selon le rapport de l'Autorité provinciale des services de santé, les coûts annuels liés à l'inactivité physique en Colombie-Britannique sont de 1 milliard. Et que si on transpose ça, disons, à l'échelle du pays, ça monte à 10 milliards. Donc, selon une étude sur le tabac, l'excès de poids et l'inactivité physique au Canada. Enfin, en matière d'environnement, on s'attaque au même enjeu. Donc, les GES, encore et toujours. Les projets d'infrastructures créés pour les usagers de la mobilité active agissent pour réduire la dépendance à l'auto, la congestion routière et donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça fait le tour de notre troisième webinaire. Nous allons passer maintenant à la période de questions avec un de mes collègues du Centre d'écologie urbaine de Montréal, Michael Saint-Pierre. Donc, je crois que Michael est avec nous. Je vais lui laisser la chance de se présenter en attendant que nos auditeurs écrivent leurs questions, pensent à des questions, laissez-vous aller. Toutes les questions sont pertinentes et sont bonnes. Donc, vous n'avez qu'à simplement l'écrire dans la fenêtre de discussion. Je pense qu'on en a déjà une. Donc, est-ce que Michael est avec nous? Oui, bonjour Marie-Joëlle, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Bonjour. Bonjour, Je te laisse te présenter. Super, oui, donc Michael Saint-Pierre, je suis coordonnateur national du réseau Quartier Vert. Merci beaucoup à Marie-Joëlle pour ce webinaire, puis merci à tous les participants. Donc, on va faire une petite période de questions-réponses et déjà, en effet, il y a Maryse Gaudreau qui mentionnait qu'elle réside Saguenay et qu'elle utilise fréquemment la traverse du Coteau, dont Marie-Joëlle t'a parlé de cela quelques instants. Elle nous mentionnait que les aménagements piétonniers sont bien en place, mais qu'il reste à sensibiliser les automobilistes. Et la question que Maryse posait, existe-t-il des moyens ou outils à cet effet pour toucher aussi les acteurs moins concernés par ce genre de projet? Donc, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Par expérience, on peut parler un peu de l'approche de la traverse du Coteau, mais ça peut s'appliquer à bien des projets de transformation de l'espace public. Puis dans les webinaires précédents, on a longuement parlé de l'importance de valoriser les approches participatives, de
de collaborer avec les différentes parties prenantes qui peuvent être impactées par la transformation de l'espace public. Donc, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où on envisage, on planifie une transformation de l'espace public qui peut avoir un effet, par exemple, sur les automobilistes, sur le stationnement, mais ça peut valoir la peine en amont de les mobiliser, de les inclure dans le processus de conception, de réflexion, parce qu'éventuellement, ça peut permettre aussi de susciter l'adhésion. Et sinon, peut-être un peu plus largement, il y a différentes mesures qui peuvent être prises localement, que ce soit par de la signalisation, que ce soit par des campagnes d'information, que ce soit par une présence policière accrue, qui peuvent contribuer à renforcer l'importance de respecter les projets qui offrent une priorité un peu plus importante aux piétons ou aux cyclistes. Donc, en cours, ce serait un élément de réponse que j'apporterais à la question de Maryse. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Donc, je vois que Maryse a bien compris ma réponse. Donc, merci beaucoup, Maryse, pour votre question. Donc, s'il y a d'autres participants qui ont des questions, c'est le moment. Sachez également, je vais peut-être prendre un petit peu d'avance sur Marie-Joëlle, puisqu'il n'y a pas de questions qui rentrent en ce moment, mais les 3 webinaires qui ont été offerts dans le cadre de cette série-là ont été offerts tant en français qu'en anglais, et ceux-ci sont archivés sur le site web urbanismeparticipatif.ca, de même que toutes les questions qui ont été posées, tant dans les séances françaises qu'anglaises. Donc, si jamais vous avez participé à l'une ou l'autre de ces sessions et vous seriez intéressé à voir les questions qui ont été posées dans le pendant anglophone, vous pouvez aller voir sur notre portail urbanismeparticipatif.ca. Vous allez les retrouver de la même façon qu'on va archiver et documenter toutes les questions qui seront posées aujourd'hui lors de la séance. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question de Clémence Buisson. Merci beaucoup. Dans les politiques favorables à la santé, y a-t-il autre chose que les transports actifs? Absolument, il y a autre chose que les transports actifs. Un premier exemple qui me vient en tête, on sait qu'il y a énormément d'établissements de restauration rapide dans nos villes. J'aurais envie de parler d'une orientation qui a pris l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, il y a de cela quelques années, où on a modifié le règlement de zonage pour rendre beaucoup plus difficile l'installation d'établissements de restauration rapide à proximité des écoles. Donc, l'objectif derrière cette orientation-là et cette transformation du règlement de zonage, c'est de restreindre l'accès qui est souvent facilité à des établissements de restauration rapide. Là, on peut penser à des fast-foods, on les connaît tous, on ne va pas les nommer, on ne va pas leur faire de la promotion. Donc, on veut restreindre l'accès facilité à ces établissements-là pour les élèves, souvent du secondaire, qui ont peut-être un peu plus envie d'aller manger des hamburgers ou des poutines. Et du même coup, ça a permis de revoir un peu l'offre alimentaire à proximité des écoles. Donc, on peut penser à l'accès à l'alimentation, on peut penser à la mobilité, on peut penser également à tout ce qui est en lien avec îlots de chaleur. On n'en a pas nécessairement parlé énormément lors de ce webinaire, mais l'effet îlot de chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on est dans une surface, plus souvent qu'autrement, qui est urbanisée et qui a énormément de bitume, d'asphalte, de béton. Ça contribue à faire remonter la température ressentie. Je vous donne un exemple. Si je suis debout en plein été, sur l'heure du midi, dans un stationnement, il y a de fortes chances que la température ressentie soit plus haute que si je suis au parc La Fontaine. Donc, il y a des politiques qui peuvent cibler cet enjeu-là qui est assez important, surtout dans une optique de vieillissement de la population où, dans le fond, l'augmentation de la température ressentie peut avoir des effets, entre autres, sur les problèmes respiratoires. Donc, des politiques peuvent cibler des lieux, des territoires dans une ville où il y a un effet d'îlot de chaleur qui est plus important pour contribuer à bonifier, par exemple, la canopée, planifier de la plantation d'arbres, d'arbustes, proposer des programmes de désasphaltage, oui. Donc, ça peut être également un autre objectif d'une politique favorable à la santé, de créer des environnements qui sont plus favorables, ou du moins qui réduisent les effets d'îlot de chaleur
pour contribuer à réduire les problèmes respiratoires. Donc, ce serait peut-être deux éléments que je pourrais rajouter à votre question, Madame Buisson. Merci beaucoup. Je vois, et là je lis en même temps, Maryse Gaudreau, il y a l'ajout de services à l'auto pour n'importe quel type de service, notamment les banques, les pharmacies également, j'ai remarqué ça récemment. Est-ce que vous savez si certaines villes ont modifié leur réglementation face à cette nouvelle problématique? Donc oui, Maryse Gaudreau rebondit sur un de mes éléments de réponse par rapport à la question précédente. Peut-être vous l'avez remarqué dans vos municipalités, donc on est habitué là, de voir depuis déjà une trentaine, quarantaine d'années des services à l'auto pour des établissements de restauration, plus souvent qu'autrement, restauration rapide. Mais tout à coup, on voit apparaître des guichets automatiques accessibles avec la voiture à proximité de banque ou encore une pharmacie. Donc, tout plein de commerces qui adaptent leur forme pour accueillir les voitures et leur offrir des services. Il y a une tendance par rapport à la restriction de ce type de service, de service à l'auto qui existe. Oui, il y avait une réflexion qui a été entamée il y a de cela quelques années. À brûle-pourpoint comme ça, je ne pourrais pas vous nommer des municipalités qui ont adopté un zonage ou une réglementation qui restreint la construction de nouveaux services à l'auto. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recherche et si vous revenez sur le portail urbanismeparticipatif.ca, on pourra documenter quelques municipalités et quelques règlements. Mais assurément, il y a une réflexion qui a été entamée au Québec chez les municipalités pour réduire les permissions qu'on offre aux commerçants qui veulent aménager des services à l'auto dans leur commerce. Et il y a déjà des municipalités, là, je peux l'affirmer, je suis pas mal confiant par rapport à ça. Il y a déjà des municipalités qui ont transformé leur règlement de zonage ou leur politique pour éviter la multiplication des services à l'auto. Donc, merci beaucoup, Maryse, à nouveau, pour votre question. Et déjà, Maryse, ultra réactive, réagit à ma réponse. Donc, en effet, curieux qu'une pharmacie offre un service à l'auto si c'est un risque pour la santé. Je suis entièrement d'accord. C'est la réflexion que j'ai eue hier quand j'ai remarqué ça. Je ne nommerai pas, je ne nommerai pas la marque de la bannière de la pharmacie. Donc, peut-être quelques minutes encore pour répondre à des questions. Sinon, comme je disais, toutes nos séances de webinaire sont archivées sur urbanismeparticipatif.ca et également, au courant de l'année 2019, on a offert une gamme de nouveaux outils qui permettent d'intervenir sur les politiques, d'intervenir auprès des décideurs. On l'appelle notre boîte à outils, développer le pouvoir d'agir. C'est sous l'onglet ressources sur urbanismeparticipatif.ca. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de prendre les devants sur des dossiers un peu plus politiques, vous allez probablement trouver des ressources d'intérêt sous cet onglet. Et encore une fois, les ressources sont disponibles tant en français qu'en anglais. On est très, très fiers d'offrir toutes nos ressources, toutes nos formations, nos webinaires dans les deux langues. On est actifs dans plusieurs provinces du Canada. Marie-Joëlle, on semble avoir saturé le nombre de questions. Donc, peut-être je te repasserai la parole pour terminer le webinaire. Et dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec nous. Je crois que vous allez voir notre adresse courriel là, au courant des prochaines diapositives. Merci à tous d'avoir participé. Puis Marie-Joëlle, je te redonne le micro. C'est parfait. Merci, Michael. Élément de réponse toujours fort pertinent et intéressant. Donc, je te laisse filer. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut notre série de 3 webinaires. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes présents depuis le début de la série, merci de nous avoir accompagnés et d'avoir échangé. Là, ça fut un réel plaisir. Les questions étaient pertinentes, étaient nécessaires. Puis pour ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, on l'a déjà mentionné, là, le premier et le deuxième webinaire sont disponibles en ligne à l'adresse que vous voyez pas à l'écran, que vous allez urbanismeparticipatif.ca. De toute façon, on le dit tellement souvent. Donc, puis aussi le troisième webinaire sera disponible en ligne également. Donc, au nom de toute l'équipe RQV, merci beaucoup d'avoir assisté à la séance d'aujourd'hui puis aux dernières séances. Merci à tous, puis au plaisir de peut-être travailler avec vous éventuellement. Merci.